Et à tous, que vous soyez ici ou que vous soyez là-bas. Je me suis permis de vous partager pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance, la possibilité, l'occasion de vivre cette expérience hier soir. Moi, que j'ai trouvé quelque part très, très résonante avec ce que nous avons abordé dans la journée. Euh, ce que je veux dire, mais je trouve qu'on avait vraiment un cadre qui nous contenait, qui nous permettait de, comment dire, de nous immerger, de vivre pleinement dans le bois, dans cette expérience où on nous disait pas aller, mais où aller librement. Et puis, également, pour moi, comment dire, vous voyez, à la fois, la découverte et l'émotion de la découverte. C'est une occasion de faire. Surtout, n'hésitez pas à la faire la nuit et de prendre le temps. Je pense qu'on s'est annoncé 45-60 minutes, mais ah, 56? Ah oui. Je pense qu'on aurait pu durer plus longtemps. Bon, merci beaucoup d'être présent ce matin. Ce matin. Donc, à cette deuxième journée donc, la relation négative. Et vous avez vu que ce matin, nous avons procédé à un rajeunissement. C'est et l'objectif, c'est de les expliquer et nous mettions vraiment ce que des étudiants et des étudiantes de leur expérience, la présence. C'est vraiment quelque chose qui est très important à partager avec vous. Surtout, j'essaie de les avoir. Attention sur la caméra. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous. Je fais des de Belgique et c'est un an que je continue mes trucs. Je suis pas sûre que vous avez à distance. Non, ils vous entendent pas. Les commentaires. Aussi le départ. C'est pas ça. C'est bon. Parce qu'on s'entend pas du tout à distance. Non, mais lui, il va te tourner à peu près le haut. En avant, on fait, oui, vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je viens de France à la base. Et donc, je suis ici, je suis en orientation éducative. En ce moment, j'étudie la philosophie. Merci. Oui. En fait, c'est bon pour la colonne terre. En effet. Donc, bonjour, je m'appelle Maud Gagné. Pour l'instant, je suis collégiale. J'ai fait mes bonjour, mon nom est Camille Osborne. Je vous fais un parcours rapide, là, mais j'ai fait l'école à la maison. C'était une scolaire. Ensuite, j'ai fait un bac en littérature. Maintenant, je fais la maîtrise de la littérature. Bonjour à tout le monde. Évariste Benoît Jeffal, nous sommes ensemble ce matin. Je suis étudiant au doctorat. Bon, le son, c'est toujours problématique. On va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc, le déroulement de cette
Voilà, c'est 100 minutes. Le risque, c'est de me partager ça, euh, là hier. Et ensuite, à partir de là, j'ai poussé cette idée de répondre, de faire écho. Bonjour Clara, merci parmi nous aujourd'hui. Merci de partager votre expérience. Ce dont la singularité, sans plus attendre. On réessaye. Non. Ne pas la Bonjour Clara, merci beaucoup, merci infiniment d'accepter. Oui, mais oui, non, j'aurais une première question de votre expérience. Notamment dans le contexte. Pourriez-vous me dire donc, Oui, parce qu'il y a quelque chose d'un peu
Excusez pour ces... Attention. Les Claude, on essaye de voir la solution pour tout à l'heure. C'est qu'en fait, il faut tout fermer sur cet ordi-là, puis tout ouvrir sur celui-là. D'accord, hier, ça fonctionnait. Et là, ça arrange le son. Donc, on va y arriver. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est par rapport aux propos que nous a partagé Clarence, c'est ben, justement de vous entendre sur mais la présence pour vous, qu'est-ce que c'est? Maud. Oui, mais je peux commencer. Pour moi, la présence, c'est être disponible pour recevoir quelque chose dont j'ai besoin. Quelque chose qui va peut-être me transformer. Mathieu? Les types de présence à prendre en compte, la présence physique comme la présence mentale et ce qu'on appelle la présence de manière globale, c'est être là physiquement et mentalement. Après, à ce point-là, pour moi, il y a une forme aussi d'engagement, donc que ce soit encore là, physiquement d'être présent, mais aussi mentalement, de tasser les distractions pour être engagé dans l'apprentissage. Personnellement, je mettrais plus l'accent sur Un peu plus fort, s'il te plaît, parce que Moi, je mettrais personnellement plus l'accent sur la présence mentale, parce que c'est clair que si on est présent, mais qu'on est par exemple en train de noter une information, ou alors qu'on rate une autre, en réalité, on est bien présent pour ça, mais c'est-à-dire on n'est pas forcément à l'écoute de l'information. Donc, on n'est pas bon. On est présent, mais pas disponible, si je puis dire. merci. Présent, pas disponible. Évariste, À la suite de ce que, approche-toi du micro. J'ai oublié de vous dire de vraiment qu'on prenne ce réflexe du micro. à la suite de ce que disent mes amis, j'ajouterais que être présent, c'est être mobilisé dans une interaction de façon active, basée sur l'écoute, la bienveillance, en vue de recevoir quelque chose de l'autre, en vue de participer à une construction dans cet échange dynamique entre deux ou plusieurs personnes. Vous allez me permettre peut-être de faire une petite digression. Vous comprendrez que culturellement, je suis très marqué par la notion de présence. Dans mon éducation de base, la transmission du savoir entre la génération mûre et la moins mûre se fait essentiellement par le contact humain, par la présence autour du feu, sous l'arbre à palabre, un peu à l'image du peuple Wendake d'hier soir. Les échanges entre les communautés se font essentiellement par le contact humain, par la présence. Je vais continuer en disant que en été dernier, je suis allé en vacances. Aller en vacances pour moi veut dire enlever ma casquette d'étudiant déposée à Québec et remettre ma casquette de chef de village que je suis. Une fois au village, bon, les villageois ont appris que le chef est là, on vient faire allégeance et autres. Je prends le soin de leur demander que désormais, comment est-ce que vous vivez la téléprésence, la e-présence du chef? J'ai reçu beaucoup de plaintes.
S'il y avait la possibilité de destituer le chef, ils l'auraient fait immédiatement. Parce que pour eux, c'est un sacrilège que désormais, les affaires du village se gèrent à travers les outils numériques. Vous comprenez donc que ce contact humain est à la base de toute construction. On a, en tant que personne étudiante, maintenant, je reprends ma casquette d'étudiant, j'ai besoin de ce contact humain pour soutenir mon développement cognitif, pour soutenir mes émotions. On en a parlé hier. Je pense que c'est le rôle que le professeur partenaire joue souvent avec moi. Quand il est hors d'ici, je me sens souvent triste parce que nos rencontres en présentiel vont au-delà du travail de recherche. En présence, il détecte, ou bien quand je suis peut-être dans une petite dépression, très vite, il identifie les signaux et trouve les mécanismes d'agir, d'intervenir pour réguler. Cela n'est possible qu'avec la présence. Merci beaucoup, Évariste. Et ce que je vous propose, c'est d'ajuster le déroulement compte tenu de, comment dire, des difficultés techniques. Je vais passer la parole à Camille pour, donc, au micro, ça va beaucoup mieux. S'il te plaît, voilà, on s'ajuste. Être présent, c'est peut-être un ajustement permanent aux situations, pour autant que l'on a le goût, le désir et la volonté de toujours maintenir le lien avec l'autre. Donc, puisque c'est notre volonté, merci d'accepter cet ajustement, je veux dire, en temps réel. Et tout à l'heure, tu parlais de distraction. Et j'aimerais, comment dire, vous entendre après les uns les autres sur cette notion-là, c'est-à-dire que au fond, en l'élargissant, mais de dire, mais qu'est-ce qui vous aide à être présent? On est tous d'accord que la présence à l'autre est importante, tout, mais qu'est-ce qui fait que je suis présent? Et qu'est-ce qui m'empêche peut-être aussi d'être présent tel que j'aimerais l'être? Camille. Je me lance avec ma réponse là, spontanée par rapport à ça. Je dirais que par rapport aux distractions, c'est certain qu'on en a facilement, là, même quand personnellement, la prise de notes à l'ordinateur, c'est ce qui est le plus efficace pour moi dans les cours, mais c'est facile de pouvoir recevoir une notification dans ces moments-là. Je crois que ça prend de la volonté d'être présent, d'être engagé. Donc, qu'est-ce qui pourrait créer cette volonté-là? Je pense que ça peut être la relation qu'on a autant avec l'enseignant que l'enseignant aussi a avec l'apprentissage, notre apprentissage, s'adapter peut-être à notre mode d'écoute. Je ne sais pas comment l'expliciter plus, mais peut-être en classe, pour moi, c'est d'être sollicité, d'avoir besoin d'être attentive, d'avoir besoin souvent aussi d'être écouté avec les autres. Donc, c'est ça. Donc, être écouté avec les autres. Et, Mathieu, que dirais-tu? Je suis pas chic de t'empêcher. Avant ça, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit au tout début, Camille, sur la prise de notes à l'ordinateur. Personnellement, je trouve que ça fait partie des distractions. Parce que, bah, vous le voyez, je suis venu avec mes petites feuilles. Pour moi, c'est quelque chose de très important et ma présence passe par là. Parce que le fait d'écouter et en même temps d'écrire, ça crée c'est une sorte de dialectique qui se passe dans mon esprit entre réfléchir à ce qui vient d'être dit et donc retirer, synthétiser ce qui est important dans ce que le professeur a dit et en même temps continuer à être présent à ce qu'il raconte. Et donc, tu parlais aussi de distraction, Camille. Je trouve qu'il y en a énormément et surtout quand on est à distance. Quand on est à distance, le fait d'être tout seul, de ne pas avoir sa caméra forcément allumée, de ne pas avoir forcément son micro qui met, bah, j'ai mon monde qui est autour de moi et qui m'appelle et qui me dit, mais ce que tu es en train de faire à côté, c'est pas très grave. Ton cours, tu pourras le retaper tout à l'heure. On s'en fout, tu as d'autres choses à faire. Je sais pas, j'ai ma lessive à faire, j'ai ma chambre à ranger, des trucs tout bêtes. Et donc, pour moi, la présence passe aussi par être présent en cours. Tout à l'heure, Corentin, tu disais justement que pour toi, la présence physique ne suffit pas. Pour moi, la présence physique est un support pour l'esprit. C'est extrêmement important d'être là pour, en relation avec ce que disait Évariste aussi, avoir ce contact humain pour le développement cognitif, pour le développement émotionnel, quelque chose qui est vraiment important et qui, personnellement, me permet d'être
beaucoup moins distrait. Si ça répond à la question. C'est ta contribution, ton apport à notre table ronde. Merci beaucoup. Et ne vous a pas échappé que Mathieu est en philosophie. Non, non, il n'y a aucune moquerie de ma part derrière ça. C'est juste pour rappeler que lorsque nous avons fait l'enquête en 2022, là, vous savez, le premier schéma que je vous ai montré, lorsqu'on a interrogé les étudiants pour savoir est-ce que vous vouliez venir en présence, en mixte, à distance, là, les étudiants qui sont inscrits dans un programme de philosophie sont ceux qui ont dit avec le plus fort pourcentage qu'ils voulaient de la présence. À côté de ça, l'opposé, c'était quoi? C'était les étudiants en faculté de sciences d'administration. À travers cette donnée, ce que je veux partager avec vous, c'est qu'il y a des effets qui sont personnels, mais il y a des dimensions qui sont liées aussi au domaine. Et c'est pour ça que avoir des politiques ou avoir des choses qui sont à large, c'est-à-dire pour tout le monde généralisées, me semble discutable parce qu'il y a des spécificités. Il y a des spécificités aussi liées au niveau. Maud, s'il te plaît. Comme la tête en ébullition, je vais essayer de me concentrer sur une idée. L'idée de distraction. Oui, il y a des distractions physiques, là. Donc, quand je suis en cours, j'aime ça m'ancrer dans mon environnement. Donc, quand je suis dans une salle de classe, j'ai le professeur, j'ai les collègues, j'ai aussi les murs qui m'aident à me concentrer, à m'axer aussi sur ma présence, ce que je veux dire, comment je veux communiquer avec les autres et qu'est-ce que je peux aller en tirer, qu'est-ce que je peux donner aux autres. Quand je suis à distance, moi, mon ancrage de mon environnement, c'est ma chambre. Et j'ai à ma droite mon aquarium avec mes poissons et à ma gauche mon terrarium avec mon lézard. Et donc, mon ancrage physique vient comme m'enlever cette présence-là, puisque j'ai toujours dans mon champ visuel d'autres petites bêtes qui ont besoin de mon attention et que je pourrais penser à d'autres choses. Donc, le physique, comme Mathieu l'a bien dit, je pense que ça va entendre le parler, vient vraiment supporter la présence. On voudrait aussi parler des distractions des fameux examens. Si j'enseigne la psychologie, c'est parce que j'ai fait un bac en psychologie. Et ce qui était très présent et qui nuisait à notre présence, j'ai l'impression, c'est toujours cette pression-là d'exceller, de retenir les connaissances pour performer. Donc, on parlait aussi d'effet de cohorte. Et bien ça, j'ai l'impression que ça pourrait ressortir aussi comme un effet de cohorte. Si l'objectif, ce que tu veux, ce que l'étudiant vient rechercher dans le cours, c'est des connaissances pour performer à un examen qui est des vrais ou faux, là. En psychologie, c'est des choix de réponse, vrai ou faux, etc. Ça apporte une présence qui est différente à un cours où on veut plus aller au niveau des changements de la pratique, où est-ce qu'on va aller dans le socio-constructivisme. Donc, ça fait aussi écho à ce que M. Didier disait au niveau justement des effets de cohorte. Moi, j'étais proche. Merci beaucoup. Alors, vous avez un petit truc que vous avez pu remarquer, c'est qu'on a tous tendance à parler à celui qui nous a adressé la question. Tout ce petit jeu que je fais, c'est de me déplacer là pour que le regard de Camille, il n'y a rien, juste décoder les choses et puis aussi qu'est-ce qui fait qu'il va mettre dedans. Aussi avoir cette conscience de ce qui est en train de se passer quand on est dans un acte de communication. Et vous voyez, des fois dans les cours, quand on observe les espaces de cours, en vrai, là, on distingue les zones chaudes et les zones froides. Les zones froides, c'est où il n'y a jamais de présence enseignante. C'est-à-dire que parce que la configuration, parce que j'ai du mal à bouger mon corps, parce que, etc., c'est qu'il y a des zones froides comme ça qui sont imperceptibles. Ça, ce sont des éléments, vous voyez, aussi qui peuvent participer à la présence. Mais on va terminer sur la question-là avec Corentin. Tout le monde a compris la consigne, moi, vous êtes merveilleux. Alors moi, honnêtement, je vais rebondir sur tout ce qui a été dit. Parce que ce que vient de dire Didier, je suis plutôt d'accord, honnêtement. Et puis, pour poser un petit contexte, personnellement, je suis quelqu'un qui choisit 50% de distanciel et 50% de présentiel en général pendant ma session. Donc, j'ai pas forcément de préférence pour les deux, mais j'essaie de pallier entre les deux. Pourquoi? Parce que
je trouve en tout cas que beaucoup de professeurs entraînent à rédiger parfois trop pendant les cours, ce qui personnellement me fait un peu perdre de l'attention. Et l'avantage particulièrement ici pendant les cours en distanciel, c'est qu'on peut les réécouter. Donc moi, quand je vais gérer mon apport, de savoir est-ce que je choisis mes cours en distanciel ou en présentiel, je vais surtout les gérer sur le fait de savoir comment le prof a essayé de gérer son cours. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que maintenant, en fait, le cours où un étudiant va pouvoir le plus être actif, c'est un cours où il va pouvoir aller au cours, écouter son professeur qui va être là un petit peu pour faire le show, en tout cas moi je le vois comme ça, et essayer de garder le plus actif possible ses étudiants. Et on se retrouve dans une situation où, dans beaucoup de cours en tout cas, les étudiants sont assis, doivent prendre des notes. Déjà personnellement, je suis quelqu'un qui est très distrait par la moindre information, donc quelqu'un qui est en face de moi qui va faire tomber son stylo, moi c'est fini, mon attention elle est perdue complètement. Et leur mettre un décalage comme ça va faire une accumulation d'informations. J'ai raté l'information que le prof avait dit, et puis au final, voilà, tout s'enchaîne et c'est fini pour moi. Donc, bon, je dis pas que je vais pas me remettre dans le contexte et que ça va pas aller pour la suite, parce que j'arrive à me remettre dans le contexte, mais le problème, c'est que tout ça, ça entraîne de la distraction. Et pour revenir par rapport à ce qu'a dit Laurence tout à l'heure, ben, en fait, ça ne me surprend pas tant que ça, son sentiment, à savoir qu'elle avait l'impression d'avoir plus de présence en distanciel qu'en présentiel, en fait. Parce que je me dis que oui, énormément de cours, en fait, où les professeurs sont en face d'étudiants qui ne réagissent pas. Parce que je pense que je vois la présence comme étant un dialecte, je dirais un échange. Il faut que les deux personnes fassent, il doit y avoir un échange d'informations entre les deux personnes. Si c'est juste pour transmettre et que et que la personne en face ne confirme pas qu'elle a vraiment bien compris ce qu'elle a dit, est-ce que vous avez des questions? Non. Mais tout le monde dira toujours non. Enfin, tout le monde. Il y en a peu qui vont vraiment aller poser des questions, en tout cas. Parce que soit si on pose une question, déjà on aura peur de passer pour un idiot, ou alors, ou alors on- parfois énormément de personnes n'ont pas juste pas envie de se montrer. Donc voilà, en mix de tout ça, honnêtement, je rejoins plus ou moins tout ce qui a été dit. Et juste un dernier truc par rapport à ce que Didier vient de dire, justement. Oui, honnêtement, personnellement, dépendamment de la classe dans laquelle je suis, je ne serai pas concentré de la même manière, même qu'il n'y a personne dedans. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, peut-être que vous avez aussi déjà des premières réactions, des premières questions avant de poursuivre. Vous pouvez exprimer quelque chose? Oui, Renan. Oui, parce que oui, c'est ça. En fait, ça fait un petit exercice. Donc, je vous ai dit, la présence physique est aussi importante que la présence psychique. Donc, Bonjour, moi je suis Reynald, enseignant-chercheur en physique à Nantes Université. Et j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la présence physique, la présence mentale. C'était important de présent les deux à la fois. Alors moi, en tant qu'enseignant, checker la présence physique, je sais faire. Je l'appelle, c'est simple, c'est intrusif. Est-ce que vous avez des exemples à donner à un enseignant pour checker la présence mentale des étudiants en début de séance pour s'assurer que tout le monde soit bien présent mentalement, parce que vous le dites vous-même, c'est important, et on l'a dit aussi hier, est-ce qu'il y aurait des moyens de le faire de manière très agressive, non intrusive, ou alors vous estimez que non, il ne faut surtout pas le faire parce que vous le prendrez mal? Ou est-ce que vous avez des exemples d'enseignants qui font des petites choses qui vous permettent mentalement de vous mettre dans le banc? Merci. J'aimerais ça me lancer en premier. Je ne veux pas dire que je suis pessimiste, mais j'ai l'impression que la motivation, donc la présence, dans ma perspective, ça va jouer aussi avec la motivation. C'est quelque chose qui est intrinsèque, qui appartient vraiment à la personne et qui va se fonder, là, moi je suis dans la théorie de l'autodétermination, là, grosso modo, 3 besoins fondamentaux qui sont l'appartenance, l'autonomie et la compétence. Et là où je veux en venir avec tout ça, c'est de dire qu'aller jouer sur la motivation d'une personne, vu que c'est intrinsèque, on ne peut pas le faire. Toutefois, et c'est là où je suis un petit peu plus optimiste, ce serait d'accueillir, de donner un environnement qui est bienveillant
accueillant et peut venir soutenir ces trois besoins-là. Donc, comme petit truc, j'ai l'impression que simplement de le mentionner, OK, tout le monde, mettez vos téléphones de côté, ça paraît simple, mais juste de dire ça, ça fait un rappel à la personne, et la personne elle-même, selon ses besoins, peut dire, mais en effet, j'ai pas besoin de mon téléphone en ce moment, je vais le ranger, ou au contraire, peut-être que cette personne-là, son petit chien s'est cassé la patte puis elle attend un gros message du vétérinaire, ben, elle va se rappeler que, ah, mais je pourrais au moins fermer le son de mon téléphone. Donc là, je parle d'une distraction très physique. Je le vois plus d'un aspect de donner un environnement plutôt que d'aller jouer sur chaque personne parce que ce sera impossible. Chaque personne a son vécu, a ses besoins, a ses préoccupations. Donc, être enseignant, pour le vivre aussi un peu moi-même, c'est très difficile parce que j'ai plusieurs personnes et avoir le contact avec chacune, c'est très difficile. Merci, Évariste. Bien, à la suite de ce que Maud nous dit, lorsque l'enseignant parvient à mener l'étudiant à se débarrasser de tous les éléments perturbateurs autour de lui, je pense que le design du cours compte aussi pour beaucoup. Puisqu'un cours linéaire purement transmissif peut amener les étudiants à être un peu oisifs. Et à côté de ça, la posture, le rôle de la personne enseignante même, qui doit amener les étudiants à des échanges dynamiques, échanges avec l'étudiant, échanges avec étudiants et étudiants. Si l'enseignant se met dans cette posture-là, il est bien possible que l'étudiant soit présent physiquement et mentalement. Et il faut aussi un esprit de collaboration entre étudiants. Si cet esprit-là entre étudiants règne, il y a ce partage entre eux qui permettent à l'enseignant de se rassurer que ils sont bien assez attentifs l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà ce que je voudrais ajouter en tant qu'étudiant. Merci, Évariste Camille, oui. J'ai envie de rebondir tout de suite avec ce qui a été dit parce que tantôt, je ne sais pas si j'avais été claire dans ma réponse, mais là, on dirait que le stress descend tranquillement. Pour moi, par rapport à votre question, je pense que quand je parlais de collaboration, elle peut être construite dès le départ du cours. On arrive déjà d'environnements différents, on a des journées remplies différemment chacun. Puis dès le départ du cours, il y a des enseignants qui tout de suite vont aller prendre un peu le pouls de la classe, savoir à quel point il y en a qui n'auront pas fait les lectures, puis ça fait partie aussi, moi aussi, des fois, il y a il y a des semaines ou des cours où je suis moins impliquée, moins préparée. Donc, on a un peu peut-être le sentiment d'être moins accroché à la matière qui va être enseignée, mais l'idée de collaboration dès le départ peut permettre que, OK, si je n'ai pas fait la lecture, mon voisin à côté il va faire un petit résumé de sa compréhension, puis là, je peux tout de suite commencer à me sentir attachée à ce qui va arriver après dans le cours. Puis le prof, peut-être que j'ai pas d'expérience d'enseignement encore, donc je me dis peut-être plus que l'enseignant à ce moment-là va pouvoir comprendre qui a lu, qui n'a pas lu, mais aussi peut-être juste de savoir comment les étudiants ont reçu ce qu'ils ont lu pour ensuite construire à partir de là. Donc, moi, je le vois un peu comme une collaboration puis une co-construction qui part dès l'introduction du cours. Voilà. Merci, Camille. Mathieu, on sent ton désir de nous partager. En fait, il y a un point qui me paraît très important dans votre question, c'est sous-jacent, mais ça n'a pas été traité encore dans les réponses, à savoir la taille de la cohorte. Est-ce que votre question, elle porte sur les CM ou sur les TD? Parce que si c'est sur les CM, sur les TD? Ok. Oui, pardon. Alors les CM, pour ceux qui ne savent pas, c'est les cours magistraux, donc c'est avec toute la promotion qui est présente. Et les TD, c'est les cours, les travaux pratiques, c'est en petits groupes, travaux dirigés. Alors en fait, pour les TD, je vous dirais parce que les réponses de mes collègues sont intéressantes, mais je trouve qu'elles ne sont pas assez concrètes. Donc moi, je vais vous proposer une approche beaucoup plus concrète, c'est-à-dire, tout d'abord, apprenez les prénoms de vos élèves. Et c'est-à-dire qu'en début de cours, simplement au visage, vous allez savoir si la personne, elle est présente ou non. Et ensuite, pendant le cours, interagissez en les appelant par leur prénom. Pour donner un exemple très concret, j'avais un auxiliaire de cours dans mon cours de Platon, hein, on va nommer un petit peu,
qui en fait avait fait l'effort d'apprendre tous nos prénoms dès le premier cours. Et en fait, il a créé tout de suite un lien avec nous en nous appelant, en faisant même des petites private jokes, ce genre de choses. En fait, nous donnait envie de participer, même si on ne comprenait pas forcément. Bah, du coup, ce que Corentin disait tout à l'heure sur la peur d'être idiot en posant une question, elle n'existe plus, cette peur-là. Parce qu'on se dit, en fait, la personne qui est en face de moi, elle sait qui je suis. Juste savoir un prénom, c'est exister auprès de quelqu'un. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et donc, si vous partez juste de là et qu'après, vous arrivez en fait à mettre vos élèves en confiance en mettant en avant non pas leurs défauts mais leurs qualités en disant euh, tout bête, ils posent une question, vous trouvez que la question elle est un peu basique peut-être parce que vous êtes enseignant, mais en même temps pour l'élève c'est quelque chose qui va être important. Donc prendre la question de la manière la plus simple possible, essayer de lui apporter une réponse et en fonction de sa réaction autant physique que verbale, de savoir si oui ou non elle a compris et de ne pas hésiter à réexpliquer 3 ou 4 fois s'il faut, de manière un peu différente parce que c'est quelque chose qui est un peu bête, mais en tant que professeur, des fois on se dit, bah moi j'ai mon explication, c'est A et ce sera A. Mais en fait, des fois pour l'élève, il va falloir B ou C et c'est une autre manière, en fait, même en tant qu'enseignant, d'apprendre à apprendre, tout simplement. Je sais pas si ça répond un peu à votre question, je suis parti un peu plus dans tous les sens, mais Merci. Et voyez, la question des prénoms, elle est essentielle. Bon, Zayn, dans son présentation hier, l'a rappelé. Vous voyez, c'est ce qui participe par rapport à ce qui était présenté hier matin, à ce qu'on appelle la confiance relationnelle. C'est-à-dire cette mise en confiance qui naît du fait que l'autre me reconnaît. Et l'autre me reconnaît non pas à travers mon nom, mais à travers le prénom. Parce que nous sommes pleins à nous appeler de la même manière. Des Bernard, des Guéret, peut-être pas trop, mais bref, chacun, il n'y en a pas tant. Chacun ici, il y en a beaucoup. Mais le prénom est notre singularité. Donc, c'est pour ça que certains disent oui, mais le nom, ça suffit. Non, non. Pourquoi le prénom? Parce que la charge émotionnelle et symbolique est beaucoup plus importante. Corentin? moi je rebondirais sur comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour essayer de capter l'attention des élèves. Et je me dis que pour essayer de capter leur attention, il faudrait, oui, d'une part connaître leur prénom, mais essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de réduire jusqu'à ce qu'on a dit justement, les distractions. Et par exemple, pour donner un exemple un peu tout bête, si par exemple on sait qu'à un moment ou à un autre, les étudiants n'ont pas d'informations à noter ou quelque chose comme ça, qu'on peut essayer de leur faire comprendre qu'ils doivent capter toute l'attention parce que c'est un moment extrêmement important. S'il y a 5 minutes du cours à connaître, c'est celle-ci. C'est sûr que là, ils vont écouter. C'est fou, mais je suis sûr que ça fonctionne. Si vous leur dites que là, c'est les 5 minutes du cours les plus importantes, je peux vous assurer que vous allez voir tout le monde. Mais bon, donc du coup, je pense que si on arrive à combiner ces deux informations, heureusement qu'il y a plus que 5 minutes qu'on essaye d'être attentif, mais bon, c'est la moyenne sur un cours de 2 ou 3 heures, je pense. Donc du coup, si on arrive à combiner ces deux informations, d'essayer effectivement de connaître potentiellement le prénom de tous ces étudiants, bien que sur un cours magistral de 200 ou 300 étudiants, on se doute que c'est un peu compliqué. Et bon, je pense que c'est pour ça que si on essaye de captiver leur attention en essayant d'interagir avec eux, maintenant sans trop de violence. Personnellement, j'avais un professeur, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont comme ça, mais qui aimait bien poser des questions aux étudiants, mais malheureusement, il y avait toujours une petite remarque négative après. Ça veut dire que si jamais l'étudiant faisait une faute, il n'avait pas le sentiment de confiance. Il savait que s'il se trompait, on allait un peu rigoler de lui, si je puis dire. Donc ça lui donnait même plus envie d'aller au cours, en fait. Et si on n'a plus envie d'aller au cours, bon, voilà, on perd un peu l'utilité aussi de la formation. Donc voilà, je pense que ça doit être fait, ça doit être un mélange de tout, ça doit être fait avec bienveillance, avec connaissance et avec interaction. Voilà. Merci pour la question et un grand merci pour les réponses. Alors, je ne sais pas si à distance il y a des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Est-ce que parmi les personnes qui sont réunies dans ce local, qui a toujours cette très belle vue, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres avant de... Oui, Monsieur Daniel, venez ici, s'il vous plaît. Merci.
Quel beau panel, c'est extraordinaire de vous écouter. C'est très intéressant. Je suis Daniel Abillois, je suis à l'Université du Québec à Rimouski. Première chose, je reviendrai sur les prénoms. OK? J'ai été impliqué dans ma carrière sur différents projets de formation à distance. Puis, disons, si je vous donne l'exemple, moi, on a le campus de Rimouski, on a Lévis. Puis, à un moment donné, si je suis enseignant à Rimouski, puis il y a des étudiants et étudiantes à Lévis, ben, de dire la question, Hey, Lévis, ça va? C'est particulièrement impersonnel. Puis, ce que vous dites par rapport au prénom, j'ai déjà vu des fois dire, ben écoutez, mon prénom, c'est pas Lévi, monsieur. OK? Donc, dans le fond, ça veut dire que cet aspect-là, je vous dirais, si en classe, en présence, se faire appeler par son prénom, c'est quelque chose de précieux, je vous dirais que c'est amplifié à distance de ce que j'ai pu voir. Ça fait que donc, c'est vraiment quelque chose qui est, en tout cas, je suis content qu'on ait soulevé. Mais quand je vous écoute, avec tous vos beaux parcours différents, le message que j'entends, c'est un peu, puis là, j'ai apporté mes notes, bon, apprendre les prénoms, je l'ai dit, fournir un environnement bienveillant, fermer son cellulaire. Moi, ce que j'entends, c'est que vous dites un professeur, une ressource enseignante qui a une bonne gestion de classe, qui met des consignes claires, qui balise bien le fonctionnement de sa classe, qui balise bien la relation, les travaux d'équipe, qui met ça tout clair, qui semble être quelque chose que vous appréciez. Puis, Corentin, moi, tu as titillé mon esprit en disant, mais moi, je veux à 50 de mes cours en présence, 50 de mes cours à distance. Moi, j'aimerais t'entendre, c'est quoi le processus décisionnel qui fait que tu balances pour la distance versus la présence? Puis, j'adresse la question à tout le monde. Là. Moi, le parcours que vous avez, Camille, qui était d'école à la maison, vraiment, quand on parle, vous avez abordé beaucoup l'aspect du travail d'équipe, la présence des autres. J'aurais été drôle de savoir un peu comment, à la maison, comment ça se passait. Vraiment fascinant. Didier, chapeau pour la sélection du panel. Merci beaucoup. Alors, moi, je n'y suis pour rien. Voilà, je n'y suis pour rien, c'est eux. Pourquoi ils ont accepté, ils pourront vous raconter, mais je ne veux pas être là. Qu'est-ce qui était invité à répondre? Corentin. Et après, on prendra la parole de la distance, qui est très présente. Vas-y. Alors déjà, je trouve que c'est une très bonne question, mais ça va être compliqué d'y répondre d'une façon extrêmement précise, mais en tout cas, je vais donner des points d'indication pour essayer de savoir sur quoi je juge le fait que je prenne un cours qui est à distance ou en présentiel. Alors déjà, la première chose, c'est que je vais regarder comment le cours, idéalement, si j'ai la formation, est présenté. Parce que qu'on soit en présentiel ou en distanciel, je vais regarder c'est quoi la plus-value que je peux avoir à l'un ou à l'autre. Par exemple, si je suis en présentiel, que je suis assis devant le prof, et puis que je sais qu'on va juste me dire, OK, mais il va lire ses slides, c'est quoi la plus-value pour moi? Je peux faire chez moi. Pourquoi je me déplacerais pour aller au cours si c'est juste pour qu'on lise mes slides? Alors, d'un autre côté, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire tout un tas d'informations qui ne sont pas sur le slide, parce que ça va faire trop noter d'informations sur la feuille, et là, on va perdre la disponibilité. C'est pour ça que ça fait un bon mix. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut capter les étudiants, et je suis certain, parce que j'ai quand même eu des bons cours où, honnêtement, on arrivait à capter l'attention à distance. À savoir, on essayait de faire interagir les étudiants. Comment? Soit pas forcément en activant leur micro, mais par exemple en leur disant, OK, là j'ai balancé un quiz, je veux que tout le monde essaye d'interagir dessus. Ou alors parfois il y avait des cartes mentales, chacun proposait des idées. On essaie de faire bouger les étudiants en leur proposant des choses, mais pas juste forcément activer son micro. Ça peut se faire aussi d'une autre manière, parce que c'est clair que si on active son micro, déjà on va avoir du mal de pouvoir faire parler tout le monde, alors que faire écrire tout le monde, ça c'est possible. Mais donc voilà, je pense qu'il faut juste essayer de réfléchir à comment. Bon, voilà, je digresse un peu sur la question, mais c'est tout ça qui fait que comment je fais pour essayer de choisir mon cours en présentiel ou en distanciel. Donc, c'est la plus-value que je peux avoir. Ah, il va falloir aller vite parce que je veux vraiment que les personnes. Ouais. Mais merci beaucoup. Ça très rapidement. On n'a pas parlé des cours à distance asynchrones. Moi, quand j'ai un choix puis que je veux prendre un cours à distance, je choisis presque toujours asynchrone. La raison étant que ces cours-là, ben, je m'informe aussi de la réputation du cours. Souvent, les cours asynchrones ont une réputation d'être difficiles. Et pourquoi j'y préfère asynchrone à ce moment-là, c'est vraiment pour avoir l'autonomie de choisir les moments auxquels je vais faire les activités.
activités, mes lectures, les quiz. Ça me permet aussi de revenir sur les parties où j'ai plus de difficultés pour ensuite aller poser des questions et en accélérant sur les parties qui sont plus rapides aussi, que je comprends mieux. Donc, il y a aussi peut-être cet aspect-là aussi, les cours asynchrones ont des plus et des moins aussi. Très rapidement, je pense que l'étudiant a aussi un besoin de flexibilité dans son agenda à lui. J'ai besoin de cette flexibilité-là. Ça me permet de choisir le cours à présence ou à distance. Et il y a d'autres variables. Un étudiant travailleur n'a pas la même contrainte qu'un étudiant non travailleur. Un étudiant parent a d'autres contraintes. On peut aussi prendre la variable distance qui sépare la maison d'étudiant au campus. À mes débuts ici, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt pour les cours en présentiel parce que c'était des moments de me permettre de me socialiser avec d'autres personnes. Mais quand l'hiver est arrivé, je me suis dit, ben, je dois encore parcourir cette distance-là pour arriver au campus parce que non, je ne peux plus désormais entièrement à distance. Donc, je pense qu'il y a encore d'autres variables qui vont au-delà de ce que dit, mais pour prendre en compte quels sont les besoins de cet étudiant. S'il est un étudiant travailleur, il a des contraintes. Il est un étudiant parent, ces contraintes peuvent faire en sorte qu'il choisisse le cours à distance. La distance qui le sépare du campus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous allons donner la parole à des personnes étudiantes qui sont à Nantes. Alors, je ne peux pas dire autre chose parce que je n'ai pas les prénoms. Je suis désolé, hein. Est-ce que c'est Antigone? Est-ce que c'est Viviane? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? La parole est à vous à Nantes. Il est fort, Didier. Eh bien, on va leur donner la parole. Tu as vu juste, Didier, nous sommes en présence d'Antigone et de Sarah, étudiantes en sociologie. Et donc, je vais leur laisser la parole. J'espère qu'on va bien nous entendre. Je vais essayer de parler le plus fort possible. C'est bon, on nous entend? Parfait. Alors, nous, on trouve le débat très intéressant, avec néanmoins le fait qu'à Nantes, en tout cas, dans notre discipline, en sociologie, on n'a pas du tout la possibilité de faire des cours à distance, dans aucun cours. On a des cours obligatoires et donc ça, c'est des TD, donc travaux dirigés, avec une petite partie de la promo et où là, les présences sont notées et les CM, du coup, comme expliqué un peu précédemment, ou dans des amphithéâtres, où là, la présence n'est pas obligatoire et aucun des deux n'est disponible en visio ou à distance. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que certains TD, puisque la présence est notée, pour les élèves boursiers qui reçoivent donc une bourse, s'ils ne viennent pas à ces fameux TD, ils peuvent perdre leur financement, qui leur permet parfois, pour la grande majorité, de vivre, voire de survivre dans certains cas. Et donc, si un élève tombe malade, a des problèmes de santé mentale, subit juste des soucis dans sa vie personnelle et donc ne peut pas venir à 1, 2 ou 3 TD, peut avoir le risque, enfin, peut rencontrer le risque de juste perdre sa bourse qui lui permet de payer son loyer, de se nourrir à la fin du mois. Et ça, c'est un risque qui est terrible quand on sait que certains élèves font parfois des heures et des heures de trajet pour se rendre à un seul cours. Je vais prendre l'exemple de mon emploi du temps cette année. Le lundi, j'ai un seul cours obligatoire, enfin j'ai un seul cours tout court et c'est un cours obligatoire. Moi, j'habite à 20 minutes de la fac, j'ai de la chance, mais j'ai une amie par exemple, qui habite à 3 heures de la fac. Elle doit prendre un train tous les jours pour venir. Et je ne sais pas si elle est pour ça, mais le cas doit exister. Donc, faire quasiment des heures et des heures de transport dans la journée pour un seul cours, juste pour pas perdre ce qui nous permet de se nourrir, de vivre, etc. Alors que juste mettre ce cours en distanciel pourrait lui permettre de suivre, si ça se trouve, tout aussi bien pendant 2 heures. Je trouve que ce serait quelque chose de super intéressant à aborder, puisque la présence mentale, elle est propre à chacun. Moi, je sais que dans certains cours, je serais mieux chez moi, posée avec devant mon ordinateur pour me concentrer, que dans un amphithéâtre où les bruits parasites sont partout, concrètement avec les gens qui discutent, le bruit des claviers, les chaises qui grincent, les gens qui sortent pour aller aux toilettes, qui sortent pour boire un café, et cetera. Et même pour les élèves, par exemple, autistes, qui sont très sensibles aux odeurs, aux bruits, aux couleurs. Ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant, je pense, surtout dans un emploi du temps où il y a des trous énormes. Moi, je sais que c'est notre cas. Un jour dans la semaine, on a 6 heures de pause entre 2 cours. Donc, quand on a la possibilité de rentrer, c'est faisable.
Mais quand on doit faire 2 heures de transport, 2 heures aller, 2 heures retour, on rentre pas. Donc on fait quoi? On reste 6 heures à la fac sans rien faire. Voilà. Et après, sur le point des prénoms qui a été abordé, moi, personnellement, je sais que ça change pas grand-chose. Je préfère qu'un prof connaisse mes spécificités, c'est-à-dire, il sait que moi, je préfère quand il y a une pause au milieu d'un cours et donc nous laisse sortir, pas faire forcément une pause, mais nous laisse sortir sans trop de problème, nous laisse arriver un peu en retard s'il sait qu'on habite très, très loin. Qu'ils connaissent pas mon prénom, c'est pas grave, mais qu'ils ne nous fassent pas de remarques sur d'habiter un peu en retard ou quoi. Mais c'est pas ce que je trouve le plus important chez moi à connaître mes prénoms, même si Didier l'a retenu, merci. Voilà. Toi, tu veux t'exprimer? Bah, moi, du coup, j'ai trouvé le débat très intéressant. J'espère qu'on m'entend bien. Après, j'ai trouvé intéressant, je crois qu'il y a un étudiant qui parlait du fait de faire des cours linéaires. C'est vrai que, comme il a dit, ça captive pas vraiment le public. Et j'ai beaucoup aimé aussi quand il parlait de l'aspect des questions. Parce que c'est vrai que, oui, bon, la présence physique, elle est importante, mais tous les étudiants n'ont pas le même état d'esprit, en fait. Tous les étudiants n'ont pas les mêmes objectifs. Il y en a qui viennent mais qui n'ont pas décidé de faire ce cursus-là, ou du moins, c'était pas leur premier vœu. Et pour moi, la présence, elle est importante, mais c'est lié aussi à l'état d'esprit. Comme une personne disait tout à l'heure, c'est vrai que bah, il y a les distractions à côté à cause de nos téléphones, de nos ordinateurs, etc. Et pour moi, tout dépend de la manière dont l'étudiant il est conditionné, en fait. Qu'est-ce qui le pousse à venir? Qu'est-ce qui lui pousse aussi à poursuivre ces études-là? Et après, c'est vrai que par rapport l'aspect de quand même mettre un support ou un design, c'est important parce que c'est vrai que quand tu es en amphi, on te balance énormément de connaissances, mais s'il n'y a pas un support, une présentation derrière, c'est dur d'avoir un cours assez structuré. Et je trouvais vraiment important l'aspect des questions parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, c'est très intéressant, mais enfin, on va pas tout apprendre en fait de ce qu'on a reçu. Moi, le plus intéressant, c'est bah, ok, l'enseignant a dit telle chose, mais qu'est-ce qui est important en fait derrière ce qu'il a enseigné? Parce que je sais qu'il y a des professeurs qui cherchent à nous poser des questions, qui cherchent en fait à interagir, en fait, comme je disais tout à l'heure, les interactions, c'est important parce que s'il n'y a pas cette communication-là, s'il n'y a pas ce dynamisme, tu peux facilement en fait te déconcentrer. Moi, je trouve ça important de susciter ces questionnements-là, cette curiosité aussi de la part des étudiants. C'est ça qui va leur permettre de suivre, de s'accrocher à ce qui est dit et de pouvoir aussi utiliser correctement bah, les connaissances qu'il va recevoir plus tard dans le cadre de sa formation ou autre. Donc, moi, c'était un peu ça. Ça peut être fait facile. Et ça peut être fait, par exemple, on a une professeure qui utilise un outil qui est, je sais pas si c'est connu par tout le monde ici, mais c'est WooClap. C'est un simple QR code que tout l'amphithéâtre peut scanner en même temps. Ça évite que tout le monde parle en même temps ou qu'il y ait qu'un élève qui lève la main. On met tous nos questions, nos réponses, si c'est elle qui nous pose des questions. Et comme ça, ça permet de voir s'il y a une question qui revient par 15 élèves. Ça permet de faire le tri directement. Et puis surtout, quand un élève est très timide, a peur de s'exprimer, je sais que moi en L1, j'aurais eu une question à poser en amphithéâtre devant tout le monde, alors que je venais d'arriver à la fac, etc. Ça m'aurait terrifiée, je ne l'aurais pas fait. Alors que là, c'est anonyme en plus, Google. Donc je scanne juste avec mon téléphone, j'écris ma petite question. Donc je pense que ça faciliterait pour beaucoup d'élèves de juste le démocratiser. Ça prend 5 minutes dans un amphi. Ça peut se faire sur le temps de la pause si ça n'intéresse pas tout le monde, etc. Enfin, c'est simple, ça peut même se faire par mail et après être repris sur le prochain cours. Il y a plein de moyens de le mettre en place sans que ça prenne une trop grosse part du cours du professeur, puisqu'il y a quand même un programme à tenir et c'est évident et ça à prendre en compte. Mais voilà, c'est un outil qui est intéressant et à démocratiser, je pense. Merci beaucoup pour vos interventions, vraiment qui sont très, très riches et qui montrent aussi la diversité culturelle, c'est-à-dire la manière dont les cours sont abordés, la manière dont ils sont construits. Et on voit bien que, comment dire, ça a une incidence. Puisqu'il est 10 heures de ce côté-ci du Grand Lac et 16 heures de l'autre côté, nous approchons de la fin. Donc, ce que je vous propose, étudiants, étudiantes, c'est au fond, si vous aviez en un mot quelque chose à nous partager pour nous dire, et prenez ça en compte ou quelque chose qui vous semble important, que serait ce mot? Ah, Monsieur Évariste, c'est un mot, hein, je t'ai dit. Un mot. En un mot comme en mille, je dirais, enseignants, connaissez vos étudiants.
Oui. Un beau slogan, hein? L'enseignant, connaissez vos étudiants au-delà du prénom. Quels sont ses besoins? Quels sont ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et ainsi de suite. Par là, il pourra être plus présent. Merci. Monsieur le chef du village, merci. Parce que Évariste, vous l'aurez compris, est un véritable chef de village. Donc, on a beaucoup discuté, c'est aussi jouer sur les postures, les choses comme ça. Voilà. Camille. Rapidement, je dirais d'encourager l'engagement réciproque. Donc, c'est ça. Soyez engagés, mais engagez vos étudiants aussi. Je dirais ça comme ça. Un mot, ce serait besoin. La phrase qui va avec, ce serait, on va dire ça comme ça. Ce serait de prendre en considération la diversité des besoins des personnes dans votre classe et donc offrir des choix. En un mot, ce serait apprenez, mais avec la phrase, ce serait restez toute votre vie des apprenants. Vous avez toujours à apprendre de vos élèves. C'est Corentin. Moi, mon mot, ça va être un verbe. Je vais dire captiver. Captivez l'attention de vos étudiants et faites-vous captiver. Merci. Et du côté d'Antigone et Saras, votre mot de la fin. Ah oui, vous n'échappez pas, hein? En vrai, je me sens elles sont captivées. Non, franchement, je sais pas. Un mot, c'est dur. Non, mais une phrase. Une phrase. Une phrase. Une phrase pour résumer. Oui. Nous, ce serait différent parce que si ce serait il faudrait réformer complètement. Nous, il faudrait créer en fait. C'est ça qui est différent. Il faudrait implanter un système qui n'existe pas pour s'adapter en fait. Ouais, peut-être l'inclusion, c'est peut-être le mot. Pour essayer d'inclure un maximum de personnes, un maximum de besoins. Parce que tous les étudiants ne sont pas neurotypiques, tous les étudiants n'ont pas une bonne santé, etc. Tous les étudiants ont des conditions économiques. Et donc, l'inclusion, avec un simple système vidéo en 2025, c'est pas très compliqué à faire. Mais j'ai envie de faire. Merci. Voilà. Un autre complément, Sarah? Ah, du coup, c'est inclusion aussi, comme un petit peu. OK. En tout cas, je pense que on peut vraiment applaudir et remercier les belles personnes en présence ou à distance qui ont eu avec beaucoup d'humilité et de sincérité, nous ont partagé à travers leur vécu quelques éléments d'information qui sans doute peuvent être utiles à conserver, à réfléchir. Et donc tous ces éléments-là, on va voir comment en faire une synthèse aussi, je veux dire, pour permettre de la partager. Sans plus attendre, donc à Nantes, peut-être avez-vous, c'est l'heure du goûter avec les petites galettes Saint-Michel, etc. De ce côté-ci, ici, ça va être l'heure du café. Yves, est-ce que tout le monde a rendu sa copie? C'est bon, merci. La copie ici, c'est le repas, hein, c'est qu'est-ce qu'on mange à midi. Donc, sans plus attendre, délassez-vous, promenez-vous, socialisez, évacuez et revenez pour 10h30. Merci. Vous avez été excellent. Ouais, mais moi, j'avais pas de...